Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokrane, Customer Success Manager chez Manal Machine et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Pour ce dernier épisode de l'année, je reçois exceptionnellement deux invités. Rémi Louki et Grégoire Pérignon, tous deux référents techniques BIM Exploitation chez Immobilière 3F. En tant que bailleur social, l'Immobilière 3F a développé une stratégie digitale de gestion et de maintenance de l'information sur ses actifs. Rémi et Grégoire en sont les gardiens. Et bim, Grégoire et Rémi, c'est à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. Pour entrer dans le vif du sujet, et comme c'est la tradition depuis un an, pouvez-vous me donner votre propre définition du BIM ? Rémi. Alors, pour moi, le BIM, ça va être avant tout de la donnée 2D, parce qu'on s'est rendu compte qu'en gestion immobilière, la 3D n'apporte pas vraiment ce qu'elle peut apporter. Donc du coup, c'est plus de la 2D. Et le BIM, pour moi, c'est le partage de l'information entre plusieurs personnes d'une même entité ou de plusieurs entités. Pourquoi ? Sûrement parce que je viens d'une formation de SIG. Donc le SIG, c'est du BIM, mais à l'échelle d'une région. Donc c'est des couches de données, des cartes, et là-dessus, on y ajoute des données alphanumériques. Et aujourd'hui, ma vision du BIM, c'est plus le sens partage que le sens visualisation 3D d'une maquette. Super, merci Rémi. Grégoire, alors à toi. Mon premier contact avec le BIM, il s'est fait durant mes études en gestion de patrimoine immobilier. Donc classiquement, c'était l'idée qu'on a de base, c'est que c'est une maquette 3D partagée par l'ensemble des acteurs. Et en fait, cette définition, elle a évolué pour moi par mes stages et mes alternances. Mes stages et alternances en données immobilières. Et j'ai élargi du coup ma définition. Et c'est vraiment de l'information qui est modélisée, pas forcément en 3D du coup. Une information unique est partagée par l'ensemble des acteurs et l'ensemble des acteurs peut mettre à jour et fiabiliser ces données. On va s'intéresser un petit peu à la mission de l'Immobilière 3F et puis à sa stratégie digitale. Est-ce que Grégoire, tu peux un peu nous décrire la mission de l'Immobilière 3F, s'il te plaît ? Le groupe 3F, c'est un bailleur social et au niveau de l'Île-de-France, c'est 140 000 logements, commerces et foyers qui sont gérés. Immobilière 3F a des activités de construction, d'entretien et de réhabilitation du patrimoine, mais aussi des activités de gestion locative et de vente. Et plus globalement, on peut dire que Immobilière 3F œuvre pour le développement urbain et le renouvellement territorial. Merci Grégoire. Et donc dans ce cadre-là, justement, Rémi, quelle est la stratégie digitale de l'Immobilière 3F ? Notre stratégie digitale est autour de 3 axes. Donc le premier, c'est Ulysse, qui est un ERP de gestion qui va nous permettre de gérer notre patrimoine sous forme d'arborescence, bâtiments, escaliers, logements. À l'intérieur, on va y ajouter nos locataires, on va y ajouter les contrats et on va pouvoir ainsi gérer notre patrimoine au travers de cette base. Là, ce sera plus la gestion locative de notre patrimoine. Ensuite, la deuxième brique, c'est Intent. Intent va nous permettre de gérer nos interventions au niveau de nos chaufferies ou de nos portes de parking. Il est directement relié à nos prestataires qui vont, eux, renseigner directement l'intervention, les modifications. Et s'il y a une panne, on va directement être informé de la panne sur l'ascenseur ou sur la chaufferie. Et enfin, Abila, qui est notre logiciel de gestion technique du patrimoine, va lui permettre de visualiser nos patrimoines, donc sous forme de plan et avec de la donnée. L'objectif, c'est qu'à terme, les 3 logiciels ne viennent pas empiéter sur ni l'un ni l'autre, qu'ils viennent plutôt ajouter ou se lier les uns avec les autres. C'est pour pouvoir, à terme, avoir un système digital solide qui nous permette de naviguer d'un outil à l'autre et de retrouver des données dans l'un et dans l'autre et que chacune des briques permette d'alimenter Ulysse, Abila ou Intent. Ambitieux, merci. Alors, vous faites partie, comme son nom l'indique, du pôle BIM exploitation et maintenance. Moi, Grégoire, j'aimerais savoir quelle est votre mission à tous les deux, précisément, dans ce cadre-là. En tant que référent technique BIM exploitation, notre mission principale, c'est l'administration de la base de données Abila,
donc en l'enrichissant et en mettant à jour les données. Mais on a également toute une partie animation, c'est-à-dire qu'on doit maintenir la relation utilisateur. Donc ça passe par la communication, par des événements type webinaire. On développe aussi de nouveaux usages, donc que ce soit des idées qui viennent du pôle BIM exploitation ou d'utilisateurs qui nous remontent des besoins. On accompagne également les filiales régionales, donc en proposant des formations, en se rendant aussi sur place pour les accompagner directement. Et enfin, on expérimente de nouveaux outils et tous les jours, on est challengé par des nouvelles demandes, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Question à toi, Rémi. Comment est-ce que vous arrivez, au niveau du pôle BIM exploitation, à collecter et à maintenir une donnée immobilière juste et intègre? Aujourd'hui, notre solution Habila, on le sait, n'est pas 100% fiable. De toute façon, une solution de ce type-là ne sera jamais 100% fiable. L'objectif, pour qu'elle soit plus proche de ce qui est la réalité du terrain, c'est de prendre parti et de choisir ce qu'on veut y ajouter. Donc pour ça, la solution est nous aide plutôt à le faire, puisqu'on n'est pas obligé de tout mettre. On peut faire un choix sur ce qu'on veut ou on ne veut pas mettre. Par exemple, nous, nos parties privatives, on a fait le choix de ne pas mettre les revêtements de murs, parce qu'on s'est dit que c'est une donnée qui est très évolutive. Ensuite, on va essayer de récupérer de la donnée. Donc, qui est le garant de la donnée pour nous en interne? C'est les personnes qui sont le plus proches du terrain, donc les gardiens, nos chefs de secteur, les cadres techniques qui font des travaux, les chefs de projet réhabilitation qui font aussi des travaux et qui interviennent sur le patrimoine. Nous, on va essayer également d'impliquer tous les utilisateurs, donc de faire en sorte que dès qu'ils rencontrent un problème ou une anomalie sur Habila, qu'ils nous la fassent remonter. Et enfin, tout ça, ça va permettre de créer une dynamique, on l'espère, pour pouvoir à terme avoir un maximum d'informations, en collecter un maximum et pouvoir mettre à jour quasiment tout le temps Habila pour que quand on arrive dans le logiciel, on soit au plus juste, en tout cas, de ce qu'on a choisi par rapport à la réalité du terrain. Rémi, merci beaucoup pour justement ce point de vue lié à la collecte et à l'enrichissement des données. Grégoire, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire comment cette donnée est maintenue? Pour maintenir une donnée juste, on doit se remettre en question. Et c'est ce qu'on a pu faire, par exemple, au niveau du catalogue des ouvrages et équipements, qui était un peu trop strict précédemment. Et en co-construction avec Immobilier Rhône-Alpes, on a pu développer un nouveau catalogue beaucoup plus souple et qui limite vraiment la saisie de données par défaut. Donc ça permet sur ce point de maintenir une donnée juste. Également, on lance régulièrement des campagnes de fiabilisation. Actuellement, il y en a une d'ailleurs qui se fait en collaboration avec GESForm, une entreprise adaptée qui va nous permettre de fiabiliser les données d'ascenseurs et de chaufferie collective. Comment ça se passe justement? On va sur le terrain, on va récolter cette donnée. Qu'est-ce qu'on entend justement par fiabilisation de cette donnée? La fiabilisation peut se faire de différentes façons. Par exemple, avec GESForm, c'est eux qui vraiment font un travail de comparaison de données et ils passent des appels indirectement auprès des gardiens. On peut faire des campagnes de fiabilisation par mail, via notre mail de support. Et on peut aussi fiabiliser en se rendant nous-mêmes sur place. Rémi et moi, on a fait cette année l'acquisition d'une solution qui s'appelle Air2Build et qui nous permet d'aller sur place et avec un iPad de scanner les espaces, que ce soit logement ou parties communes. Et pouvoir du coup mettre à jour la donnée sans passer par notre prestataire de numérisation. C'est très intéressant en fait, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Pour la mise à jour des données ne se fait pas de manière automatique, on risque toujours d'avoir une donnée fausse, une donnée dupliquée et c'est beaucoup d'énergie en fait de votre part, à tous les deux, en vous appuyant aussi sur les équipes soit externes, soit sur place, qui vont vous aider tout le temps à maintenir cette donnée à jour. En fait, il n'y a pas d'automatisme. Ce que j'entends, c'est ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail aussi de votre part pour maintenir cette donnée et pouvoir la restituer à ceux qui en ont besoin. C'est exactement ça, parce que de toute façon, il faut s'imaginer que chaque donnée, c'est un petit élément d'une base de données qui en contient des centaines de milliards, surtout à notre échelle. Je pense qu'on peut compter en pas loin de centaines de milliards. On a quand même bientôt aujourd'hui 120 000 logements dans la base Habila. Chaque entité de ces logements a un numéro unique, donc chaque équipement, chaque attribut, etc. Donc il faut penser que c'est un travail de fourmi et on se doit de donner ces équipements, ces éléments le plus juste possible pour les utilisateurs, pour que eux, ils puissent ensuite communiquer au mieux auprès de ceux qui en auront besoin. Donc par exemple, les personnes qui vont venir faire des travaux, recherche de fuite, des choses comme ça. Tout ça va nous permettre d'être au plus juste de la réalité.
Eh bien, Rémi, maintenant, on va parler un petit peu du BIM et j'aimerais savoir comment le BIM vient contribuer à cette stratégie digitale. Alors aujourd'hui, à 3F, on est organisé en 2 pôles. D'un côté, donc le pôle BIM gestion exploitation maintenance, avec, Grégoire et moi et notre, chef Sarah. Et de l'autre côté, le pôle pardon, BIM maîtrise d'ouvrage, constitué donc de 2 chefs de projet qui sont en appui des chefs de projet réhabilitation, construction neuve, pour lancer les opérations en BIM. C'est-à-dire qu'on a créé un cahier des charges BIM relativement proche en termes de demande et d'attente de ce qu'on a besoin pour Habila. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé dans les phases de construction et de réhabilitation avec la maquette BIM, l'import dans Habila pour que demain, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, pouvoir récupérer la maquette et l'importer très facilement avec toutes les informations qu'elle comprend dans Habila. D'ailleurs, pour en revenir avec l'interopérabilité, aujourd'hui, l'IFC et Habila, on n'arrive pas encore à intégrer les maquettes IFC directement dans Habila. On est obligé de les dégrader entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va enlever des données, on va repasser par de la 2D parfois pour pouvoir les réimporter la donnée dans Habila. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des solutions pour pouvoir importer cette maquette IFC directement dans Habila. Aujourd'hui, l'interopérabilité n'est pas exactement comme on voudrait. C'est-à-dire que quand on récupère la maquette 3D dans Habila, enfin, quand on récupère la maquette IFC 3D et qu'on la met dans Habila, elle perd de l'information, on ne retrouve pas encore toutes les données qu'on avait initialement dans l'IFC. Donc l'objectif, c'est qu'à terme, vu qu'on a un cahier des charges relativement structuré en construction-réhabilitation et qui se rapproche d'Habila, c'est qu'à terme, nos maquettes IFC puissent s'importer relativement facilement dans notre logiciel Habila. Donc l'interopérabilité, en fait, elle est en train d'être améliorée avec votre travail et au quotidien, justement, dans la gestion de l'information. Alors j'aimerais aborder justement le sujet de la résistance au changement qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre d'un outil digital ou du BIM. Et Grégoire, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les deux aujourd'hui et comment est-ce que vous les contournez? Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque d'implication de certains acteurs. C'est-à-dire qu'on sait que tout le monde n'a pas la même maturité digitale, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'Habila nous vienne en tête dès lors qu'on a une problématique. Qu'on se dise, tiens, en quoi Habila peut répondre à ma question? Et donc, pour arriver à déclencher ça chez l'ensemble des utilisateurs, on communique régulièrement. On va lancer prochainement, courant 2023, les clubs utilisateurs pour garder les utilisateurs motivés. On est très réactif lorsqu'on a des questions, des besoins, etc. pour vraiment maintenir ce lien entre Habila et les utilisateurs. Très bien, donc c'est vraiment, oui, voilà, toujours un travail quotidien de sensibilisation, d'être présent, d'acculturation, voilà, un peu qu'on rencontre, je dirais, dans l'ensemble du secteur. Rémi, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste pour compléter, en fait, l'objectif avec ces utilisateurs qui sont peut-être moins acculturés, c'est d'arriver avec des cas concrets. C'est-à-dire que là, récemment, quand j'ai été sur place, j'ai un gardien qui m'a dit: «Ah, Habila, ça m'a vraiment servi parce que ça fait des mois qu'on cherche une fuite et en fait, on la trouvait pas». Et grâce à Habila, en fait, grâce au plan, grâce à une vision qu'il n'avait pas, il a pu voir qu'il y avait une trappe dans un mur et derrière cette trappe, il y avait la fuite d'eau, la fameuse fuite d'eau dont il ne savait pas d'où ça venait. Et donc c'est avec tous ces petits cas, pratiques qu'on peut arriver à faire venir les utilisateurs à nous parce que, on se rend compte que hier, Habila n'existait pas et récupérer de l'information ou de la donnée prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, avec la solution, beaucoup moins d'intervenants et on récupère des informations et des données beaucoup plus rapidement. Très intéressant. Le nerf de la guerre, le temps. Une dernière question pour toi, Rémi, et toi aussi, Grégoire. J'aurais souhaité connaître vos perspectives pour la suite. Quelle direction vous allez prendre dans la continuité de la gestion de ces données? Il y en a beaucoup parce qu'on se rend compte que ce sera une solution qui est vouée à vivre dans le temps, comme nos patrimoines. Et donc l'objectif, c'est que de continuer à alimenter la base, parce qu'on construit constamment des logements, on en rachète, on en réhabilite. Donc toute cette partie-là, c'est déjà un gros de notre mission. Ensuite, continuer à imaginer des outils, des cas d'usage qui peuvent agrémenter l'expérience Habila. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ramener un peu les utilisateurs qui ont un peu plus de mal par des sujets qui les intéressent. Penser donc les nouveaux usages autour des besoins qui sont exprimés
par les remontées des clubs utilisateurs, par les remontées des intervenants techniques, par les remontées des gardiens, etc. Et l'un des gros chantiers, je pense, qui va arriver, c'est comment on améliore la politique de la gestion de notre donnée. Aujourd'hui, on a fait le choix de digitaliser en masse, donc ça a impliqué beaucoup de temps et de ressources. On a dû faire des choix, on a dû ne pas prendre certaines directions et en prendre d'autres. Donc forcément, quand on dit des choix, on enlève de la donnée ou on met pas celle que certains auraient besoin. Et on a pour objectif de structurer la politique de la gestion de la donnée, surtout autour d'Habila, c'est-à-dire de savoir ce qu'on met, comment on le met, qui le met à jour, et qu'est-ce que ça coûte de le mettre et de le mettre à jour. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. On se rend compte que si on veut ajouter le revêtement d'une salle de bain dans chaque partie privative, c'est quelque chose qui va nous prendre énormément de temps pour que la donnée soit juste. Alors que peut-être le revêtement d'une façade, c'est peut-être plus simple parce qu'on a des outils aujourd'hui Street View ou des photos qui nous permettent de le faire. Donc toute cette politique de qu'est-ce qu'on met et qui le met, ça va être la suite à donner, je pense. Très bien. Donc, une réflexion aussi sur justement cette stratégie d'alimentation, de collecte de données. Très intéressant. Grégoire ? La perspective pour moi, c'est l'exploitation des données via les exports Habila. C'est-à-dire que principalement, on va sur Habila pour consulter les plans, consulter les données qu'il y a sur les plans. Mais pour moi, on n'est même pas à 2% de ce qu'on peut faire, puisque via les exports, on peut faire de la gestion de données sur une agence, sur un patrimoine, sur un département. Et on peut fiabiliser avec ces données les appels d'offres, on peut anticiper les travaux, on peut préciser des devis. On n'est vraiment qu'au début, pour moi, de cet aspect-là d'Habila. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose par rapport à ce qu'a dit Oui, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Grégoire, je prends des exemples aujourd'hui. On a fait l'acquisition d'une solution SIG où on prend des données Habila et on les importe dans le SIG. Ensuite, le SIG va retravailler ces données parce qu'il a des choses que Habila n'a pas. Et puis après, ces données retravaillées qui vont améliorer la donnée vont être réimportées dans Habila. En fait, on peut se servir d'autres solutions à partir d'Habila pour aller récupérer d'autres informations qui ne sont pas présentes dans Habila et les réimporter dans Habila. J'ai aussi un exemple, c'est nos collègues sont en train de préparer le PSP et nous challenge énormément sur Habila. Et typiquement, on est capable maintenant de sortir l'orientation d'un logement. C'est-à-dire qu'on est capable de dire sur combien de façades le logement va donner. Des choses comme ça, hier, c'était quasiment impossible. Donc oui, aujourd'hui, on a encore pas mal de données à faire parler et à faire améliorer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos retours d'expérience sur la gestion de données avec nous. Merci. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de cette saison. Merci de nous avoir écoutés et suivis tout au long de cette année. Et comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur la page LinkedIn de Man & Machine pour continuer la discussion avec nos invités. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'on se retrouvera dès le mois de janvier pour une nouvelle saison de EBIM. Nous allons continuer à décortiquer le BIM ensemble autour d'un nouveau thème et avec de nouveaux invités. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de EBIM.